Bienvenue sur Comme3Com, une exploration proposée par le blog wowcomcestbeau.fr. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les coulisses de notre cerveau. On va parler des biais cognitifs. Vous avez ces espèces de raccourcis que prend notre esprit et qui nous font parfois voir les choses un peu bizarrement. Genre, remarquer soudain partout la voiture qu'on vient juste d'acheter. On a tous vécu ça, non? On va essayer de décortiquer comment la communication et puis aussi le marketing s'appuient sur ces mécanismes. On s'inspire pour ça notamment d'un livre, Votre cerveau vous mène en bateau, de Chris Pavone, et aussi d'une vidéo de Fabien Olicard sur le sujet. Oui, tout à fait. Un biais cognitif, pour dire ça simplement, c'est une sorte de filtre, on pourrait dire, une déviation systématique dans notre façon de traiter l'info. En fait, pour aller vite, pour gérer la masse d'informations qu'on reçoit, notre cerveau y prend des chemins de traverse. C'est utile, bien sûr, mais ça peut aussi fausser notre jugement, et souvent on ne s'en rend même pas compte. Le livre de Pavone, il en liste presque 190. C'est énorme. Ah oui, quand même. Mais bon, pas de panique, on va juste se concentrer sur quelques-uns. Ceux qu'on retrouve souvent en communication et que la vidéo d'Olicard met bien en avant aussi. D'accord. Alors commençons peut-être par l'exemple de la voiture que je donnais. On achète un modèle et hop, on le voit absolument partout. C'est un peu ça, le biais de confirmation? Notre cerveau qui cherche activement ce qui va valider notre choix, notre nouvelle idée. C'est exactement ça. Enfin, c'est ça couplé aussi à ce qu'on appelle l'attention sélective. Une fois qu'une idée est là, ou un choix est fait, on va privilégier, sans forcément le vouloir, les informations qui confirment cette idée. Et en marketing, comme Olicard le montre bien, on va choisir des arguments, des témoignages qui vont conforter ce que le public cible pense déjà, ou ce qu'il désire. Mhm. Par exemple, si vous êtes convaincu qu'une marque est écolo, vous allez remarquer beaucoup plus facilement les infos qui vont dans ce sens-là. D'accord. Et ça me fait penser, est-ce que c'est lié au biais de disponibilité? Cette idée que ce qui nous vient facilement à l'esprit, on a l'impression que c'est plus important ou plus fréquent. Ah oui, absolument, c'est très lié. Si un exemple, une histoire nous marque, mettons un témoignage client super positif ou une anecdote vraiment frappante, on aura tendance à lui donner plus de poids. Beaucoup plus qu'à des statistiques, par exemple, qui sont peut-être plus générales, mais moins mémorables, moins faciles à se rappeler. Oui, moins imagé peut-être. Voilà, et les communicants le savent bien, une bonne histoire qu'on retient facilement, elle est souvent bien plus persuasive qu'un tableau de chiffres un peu abstrait. C'est ce que Pavone décrit, la facilité avec laquelle on récupère une info dans notre mémoire influence notre jugement sur sa pertinence. C'est fou comme notre mémoire nous joue des tours. Et quid de la première impression? Ce fameux biais d'ancrage. Pavone en parle aussi, je crois. Ah oui, celui-là, un grand classique, surtout dans la vente. Olicard donne des exemples très clairs dans sa vidéo. On affiche un prix de départ élevé. Parfois, il est même un peu artificiel, ce prix. L'encre. Exactement, il sert d'encre. Et ensuite, n'importe quelle réduction, n'importe quelle promotion, par rapport à cette encre, eh bien, elle paraît tout de suite très intéressante. Même si le prix final était prévu depuis le début. Voilà, notre jugement sur ce qu'est une bonne affaire est complètement ancré justement par cette première information qu'on a reçue. Ah oui, d'accord. Et ça marche aussi pour autre chose que les prix, j'imagine? Bien sûr, la première caractéristique qu'on met en avant pour un produit ou la première statistique dans un rapport, tout ça peut servir d'encre et teinter la perception globale qu'on aura ensuite. D'accord. Un autre mécanisme qu'on observe beaucoup, c'est quand on regarde ce que font les autres avant de se décider. C'est le biais de la preuve sociale, ça. Tout à fait. Quand on est incertain, on a une tendance naturelle à se fier au comportement du groupe. C'est rassurant, en quelque sorte, de faire comme la majorité. Hmm. Donc, mettre en avant des choses comme déjà 1 million d'utilisateurs satisfaits ou le choix préféré des experts, eh bien, ça joue sur ce réflexe. C'est d'ailleurs lié à un autre biais, le biais de consensus. On a tendance à surestimer à quel point les autres sont d'accord avec nos opinions ou nos comportements. Ah oui. Oui. Du coup, les messages qui suggèrent qu'une idée est déjà largement partagée, ils s'appuient là-dessus pour nous convaincre plus facilement. Et il y a aussi cet effet un peu étrange, on finit par aimer quelque chose juste parce qu'on y est exposé souvent. L'effet de simple exposition. Oui, c'est ça. Ou on peut aussi l'appeler le biais de familiarité. Pavone l'explique très bien. La simple répétition d'un stimulus, ça peut être un logo, un slogan, même une petite musique, ça tend à le rendre plus sympathique à nos yeux, plus familier. Et donc préféré. Et donc préféré, voilà. Même s'il n'y a pas d'argumentaire spécifique derrière. C'est juste la visibilité répétée qui crée petit à petit une forme d'attachement, souvent inconscient. C'est fascinant. On avait aussi évoqué le biais de l'aversion à la perte. L'idée qu'on déteste perdre plus que ce qu'on aime gagner. Ah, ça c'est un moteur psychologique très fort.
Perdre 10 euros, ça nous affecte souvent bien plus négativement que le plaisir qu'on ressent en gagner 10. C'est vrai. Du coup, en communication, insister sur ce que les gens risquent de manquer ou de perdre s'ils n'agissent pas tout de suite, une promo limitée dans le temps, une opportunité qui va disparaître, ça peut être plus motivant que de simplement présenter le gain potentiel. Olicard montre bien comment les offres du type plus que 2 jours ou quantité limitée jouent à fond sur cette peur de passer à côté de quelque chose. On voit bien que notre cerveau est plein de ces petits bugs, ou plutôt de ces raccourcis, et que la communication peut les utiliser, consciemment ou non. Le livre de Pavone, c'est vraiment une mine d'or pour comprendre tous ces mécanismes en détail. En effet. Et la vidéo d'Olicard donne des illustrations très concrètes de comment ces concepts sont appliqués au quotidien. Rien que de prendre conscience de ces biais, c'est déjà un bon premier pas, je pense, pour naviguer de façon un peu plus lucide dans le flot d'informations et de messages persuasifs qu'on reçoit tous les jours. Justement, maintenant qu'on a un peu exploré quelques-uns de ces biais, grâce aux éclairages de Pavone et d'Olicard, une question reste peut-être en suspens pour nos auditeurs. Comment utiliser cette prise de conscience nouvelle pour mieux analyser pour soi-même les messages qui nous entourent au quotidien? Qu'est-ce qui relève de la persuasion légitime et qu'est-ce qui pourrait être une tentative de manipulation? Voilà une pensée à méditer. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous au prochain épisode.